Toujours avec nos chroniqueurs, Insan, bonsoir. Bonsoir Caroline. En duplex, Jean-Yves et Maître Kakou, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Khalil. Bonsoir Caroline. Et du côté du RHGP, nous recevons sur ce plateau Tiekoura Boubacar Diaby, délégué central de campagne en charge de l'organisation du protocole. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Vous avez évolué au niveau de votre poste, j'ai l'impression. Ce n'est pas le même titre que j'ai lu la dernière fois. Mais ça, c'est juste pour la campagne. Et M. Kader Ouattara, secrétaire de section RHGP, délégation de la zone Paris-Ouest, c'est bien ça? Bonsoir Caroline. Heureux de vous accueillir. 3 thèmes seront abordés si on a le temps. Jeunesse, sécurité et la place de la Côte d'Ivoire dans le monde. Je me tourne vers le parti au pouvoir, le parti présidentiel. En matière de jeunesse, la question qui émerge dans un premier temps, c'est la question de l'emploi. Qu'est-ce que votre parti propose pour les 5 années à venir? D'accord, je vais laisser le soin à Kader de rebondir sur ta question. Bien. Pour les 5 années à venir, ce que notre parti propose, c'est tout simple, il transparaît dans le programme de gouvernance du président Alassane Ouattara. Donc le pilier 4 traite la modernisation de l'agriculture. Donc on aura à construire 5 pôles agropoles au niveau du pays qui va permettre qui va faire en sorte que au niveau de l'agriculture, on puisse avoir une certaine dynamique des investisseurs, donc attirer l'investissement direct étranger pour qu'on ait en fait aussi des Ivoiriens qui s'intéressent également à ce secteur-là. Donc on aura davantage de start-up, de PME qui vont œuvrer dans le domaine agricole. Au-delà de cela, en fait, dans le pilier sur l'industrialisation, je pense le pilier 5, on prévoit en fait passer à une économie qui va être industrialisée. Donc industrialisation suppose qu'on va former beaucoup de personnes aux nouveaux métiers pour faire face à ce défi d'industrialisation-là. Donc entre autres, on aura des ingénieurs qui seront formés, on aura des emplois qui sont créés par ces différentes industries qui vont être mis sur pied. Donc pour vous dire en fait que pour les 100 projets à venir, en fait, la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation de notre économie vont permettre à la Côte d'Ivoire d'accompagner ces jeunes-là. Bien. Bon, pour compléter ce que Kader vient de dire, on a constaté aussi que pour résorber le problème du chômage aussi en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que par l'école qu'il faut résorber le problème de l'emploi. Il y a beaucoup de structures informelles qui y sont. Et la dernière fois, on parlait de formaliser beaucoup des entreprises, les structures qui étaient là, mais qui étaient dans les formels. En formalisant ces entreprises-là, on va créer aussi une dynamique aussi de l'emploi. Et puis aussi, il y a le projet de décentralisation même de l'économie ivoirienne en créant des pôles régionaux, industriels, et qui permettraient aussi de créer de la valeur ajoutée et puis aussi des emplois au niveau de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. De telle sorte que cet emploi soit décentralisé, la richesse soit au niveau de toutes les régions du pays, et pour éviter aussi que l'exode rural fasse en sorte que les gens viennent uniquement sur Abidjan et qui va entraîner aussi de facto un autre problème au niveau de la ville d'Abidjan. Donc au niveau de l'emploi, le RHDP a un programme qui est assez vaste, qui touche tous les domaines, que ce soit le secteur formel, le secteur informel, que nous allons, comme je le disais tantôt, essayer de formaliser le maximum possible pour qu'il y ait le maximum d'emplois pour les jeunes là qui, à travers des emplois quand même assez décents aussi. Bien. Insan. Bon, c'est assez intéressant. Je remercie en tout cas mes 2 amis du RHDP. Ils ont donné en fait des lignes, voilà, des agropoles, des centres agropoles au sein de la Côte d'Ivoire. Et puis également la formalisation, comme M. Tiekoura l'a indiqué, nous en avions parlé la semaine dernière. Ce qui est intéressant, il s'agit d'un projet quinquennal. Et un projet quinquennal, il se fait sur 5 ans. Aujourd'hui, on nous parle d'industrialisation, on nous parle bien évidemment aussi d'accord de formation d'ingénieurs qui seront à même de pouvoir en fait occuper tout cet espace-là. Au niveau de l'employabilité chez les jeunes. Moi, la première question, qu'est-ce qu'il en est de votre bilan déjà après les 15 ans d'accord de la FAFPA et également de la formation emploi jeune? M. Kader. Ok, donc merci pour votre question. En fait, donc en termes de jeunesse, il faut dire en fait qu'on part de loin. On part d'une situation peu réluisante à la sortie de la crise en 2011,
où on avait un taux de chômage assez élevé, en fait, autour des 7,1% selon l'Organisation internationale du travail, selon l'Organisation internationale le site de l'OIT. Donc là, on est autour de 2,3% de taux de chômage. Donc, sur le site de l'OIT toujours? l'OIT, oui. D'accord. Sur le site de l'OIT. Donc, en termes de travail. Ouais. Donc, en termes de politique de jeunesse, le président Ouattara, il était conscient très tôt que la jeunesse est un moteur de développement. Donc, comme je le dis, on a investi massivement dans l'éducation. Voilà, c'est la base du capital humain. Donc, on est passé, il y a des décennies de cela, lorsqu'on vous demandait de citer le nombre d'universités, le nom des universités en Côte d'Ivoire, c'était très facile. Hein. L'université de Cocody, l'université Bouaké, Abou Adjamé. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué tellement c'est vaste en fait. On est à environ 10 universités en fait en Côte d'Ivoire. Donc au-delà de ça, le président Ouattara, dans son bilan, il était le premier à créer un ministère chargé de l'emploi des jeunes. Donc ce ministère chargé de l'emploi des jeunes, lorsqu'il a été mis sur pied, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté les jeunes. Comment? En organisant des états généraux de la jeunesse. Donc on a réuni les jeunes, on les a écoutés pour l'élaboration du programme Jeunes du gouvernement. Ce programme Jeunes du gouvernement-là, il a permis de mettre en place en fait diverses structures comme l'agence Emploi Jeunes, qui a accompagné de nombreux jeunes en fait dans leurs projets entrepreneuriaux. Et moi, chaque jour, je vais sur le site de l'agence Emploi Jeunes, je vois en fait, ils laissent des offres d'emploi qui sont d'actualité. Au-delà de ça même, on voit que l'agence Emploi Jeunes va les accompagner dans la formation et également dans leurs différents types de projets. Aujourd'hui, c'est plus de 1 million, c'est environ 1 441 000 emplois qui ont été créés par le RAGP formel. Le RAGP, c'est également l'école de la seconde chance. Donc, on est conscient qu'il existe également des jeunes qui, d'une raison ou une autre, ont été écartés de ce cursus normal, en fait, éducatif. Donc, on va les récupérer, les former à des métiers. Et ces jeunes seront insérés dans le tissu social ou accompagnés pour pouvoir, en fait, pouvoir entreprendre des projets. Pour faire la police des débats, je rappelle qu'on a 3 thèmes à aborder, on a 20 minutes pour chaque thème, donc on a déjà 9, il faut aller vite. Alors, et soyez concis, rapidement. Comme j'étais précis, en fait, et là, vous venez de me donner un chiffre formel, 1 441 000, d'accord, emplois, hein, dans différents secteurs, hein, d'accord, en ce qui concerne l'agence Emploi Jeunes. C'est très intéressant parce que, effectivement, en ce qui concerne l'agence Emploi Jeunes, j'en ai parlé la semaine dernière, le ministre Touré Mamadou parlait de certaines incohérences, d'accord, au niveau de l'attribution de financement à certaines personnes qui n'étaient pas assez correctes. J'ai eu aussi des retours sur des emplois, du moins des stages qui sont des stages temporaires, et par la suite, il n'y avait pas de suivi. Mais je parle de la FAFPA. Il y a aussi l'agence Emploi Jeunes, mais il y a aussi la FAFPA. Qu'est-ce qu'il en est de la FAFPA? La FAFPA, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas? Alors, la FAFPA, en fait, effectivement, c'est un déblocage, c'est un financement de la part de l'État aussi qui agit de la même façon en fait, que l'emploi jeune. D'accord? FAFPA. Oui, la FAFPA. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la parole aux autres chroniqueurs, vous aurez l'occasion de répondre. Jean-Yves, et après Maître Lacou. Oui. En fait, on sait que selon les chiffres de l'INS en fait, et de la Banque mondiale, on a près de 77% des actifs ivoiriens qui travaillent dans l'informel. Et aussi, le chômage des jeunes, c'est-à-dire des jeunes de 15 à... On sait que la jeunesse a été définie de 15 à 35 ans. En fait, on sait que c'est dans cette partie de la jeunesse, le chômage est je crois, d'environ plus de 30%. En fait, moi, la première question que j'aimerais poser, c'est la suivante. En fait, comment expliquez-vous en fait cet écart entre la croissance économique dont on se targue la plupart du temps qui a passé là-bas des 6%? Comment expliquez-vous en fait cet écart, c'est-à-dire cet écart entre la croissance économique et la faiblesse en fait de l'emploi formel des jeunes? Ça, c'est la première question. Et la seconde question est relative en fait à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous aviez parlé de créer des agropoles qui vont, c'est-à-dire s'orienter dans d'autres secteurs, notamment dans l'agriculture, qui va permettre de créer de nouveaux emplois, donc des emplois décents et puis aussi de la formation de certains ingénieurs. Et comme Vincent le disait tout à l'heure, on sait que la formation d'un ingénieur qui est sorti de bac, c'est 5 ans. Donc, il a 5 ans pour sortir, pour être ingénieur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un besoin
la jeunesse a besoin d'avoir un emploi, en fait, il y a des besoins pressants. Quelle est la politique actuelle qui sera mise en place pour résorber, c'est-à-dire pour résoudre ce problème qui se pose aujourd'hui là? Est-ce qu'on sera obligé d'attendre 5 ans pour avoir des emplois décents? Aujourd'hui, quelle est la situation? Qu'est-ce qui a été fait ou bien qu'est-ce qui pourrait être fait dans l'immédiat? Ça, c'est de deux. Et puis de trois aussi, on sait que, bon, ok, déjà, c'est deux questions. Maître Kakou, j'espère que vous notez, vous avez de répondre de manière générale. Maître Kakou. Alors, Carly, merci beaucoup de me donner la parole sur cette question. 2% de chômage en Côte d'Ivoire. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas si on vit sur la même planète. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un régime qui, après 15 ans de gouvernance, nous dit tout le monde travaille en Côte d'Ivoire. 2% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le RHDP qui le dit, c'est l'Organisation internationale du travail. Très bien, bravo. Mais vous voyez, ce chiffre-là, est-ce qu'on peut sérieusement l'apprécier si on ne fait pas l'état des lieux de la situation du travail des jeunes en Côte d'Ivoire? Cette jeunesse en Côte d'Ivoire, Carly, elle est aujourd'hui livrée à elle-même. Parce que ça, c'est un constat. Vous avez l'inadéquation emploi-formation qui fait qu'on retrouve sur le marché du travail des individus qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas, en tout cas, à même de pouvoir saisir les opportunités qu'offre le monde du travail actuel. C'est un premier problème, l'inadéquation emploi-formation. Vous prenez l'université de Cocody, vous avez tous les ans 500 étudiants à peu près qui sortent de la faculté de criminologie, de sociologie, la même chose, d'anthropologie, la même chose, et puis les étudiants qui sortent des universités de droit qui ne trouvent là encore pas d'activité professionnelle sur le marché de l'emploi. Résultat, ces étudiants-là, ces jeunes-là, puisqu'ils sont en tout cas considérés comme jeunes, vont créer de manière informelle des petites structures pour survivre, et derrière, on va considérer que l'exercice d'activité informelle, eh ben, c'est le pouvoir RHDP qui a doté ces jeunes-là d'activités professionnelles. C'est faux. C'est faux. L'étudiant en criminologie, et j'en connais, pour être passé par cette faculté-là, qui devient serveur dans un maquis, vous pensez que c'est une réalité qui est acceptable alors qu'il est titulaire d'un bac+5? Ce n'est pas une reconversion qui est souhaitée. Donc, il y a un problème déjà du côté de l'inadéquation emploi-formation. Et puis, on ne peut pas parler d'emploi, Carly, je suis désolé, mais le sujet qui est majeur, c'est celui de l'éducation. C'est celui de l'éducation. Parce que quel emploi pour quelle éducation? Quelle éducation pour quel emploi? Prenons le problème de l'éducation aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'appelle la génération SAVA, S-A-V-A. Autrement dit, on a une jeunesse aujourd'hui qui ne sait plus écrire, Carly. Et ça, c'est au crédit du RHDP. 15 ans de gouvernance avec des ministres qui se sont succédés jusqu'à Marietou Koné qui ont légitimement entamé les capacités intellectuelles de cette jeunesse. Génération SAVA, S-A-V-A, les jeunes ne savent plus écrire en Côte d'Ivoire. Et puis la jeunesse en Côte d'Ivoire aussi, on salue ce qu'elle est devenue donc, par l'emploi qu'aurait engendré le RHDP, mais parlons aussi d'un phénomène qui touche à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, le problème de la drogue. Kadhafi, messieurs sur le plateau, est-ce que ça vous parle? Kadhafi, vous avez déjà entendu ce terme-là? Non, c'est le nom d'une drogue en Côte d'Ivoire à laquelle les jeunes sont aujourd'hui addicts. Il n'y a pas de question, la question de la santé publique de ces jeunes-là n'est pas traitée. Donc, Carlyle, est-ce qu'on peut parler d'emploi sans questionner la gouvernance du RHDP sous le prisme de l'éducation? Il y a un échec de ce côté-là. Lorsqu'on prend du côté de l'enseignement supérieur, il y a un deuxième échec. Parce que ces jeunes-là sont formés à faire de l'anthropologie en 2025. C'est encore un problème, Carlyle. Et on ne peut pas aujourd'hui dire, oui, il y a 2% de chômeurs. Mais 2% de chômeurs, moi, je sors de la fac, je n'ai aucune alternative. L'État ne me propose rien. Résultat, je deviens serveur dans un maquis. Ce n'est pas à mettre au crédit de l'État, je suis désolé. Donc aujourd'hui, nous dire, oui, dans 5 ans, on va créer des agropoles, c'est bien. Mais la question fondamentale ici, c'est celle de l'inadéquation emploi-formation. Il faut créer des formations qui sont aujourd'hui adaptés aux enjeux modernes, aux enjeux de notre temps. Ce sera là, je vais m'arrêter là, en tout cas pour ma première prise de parole pour la question de l'emploi. Et ma question, ouais, Khalil, en fait, ouais, pour revenir sur ma dernière question, la dernière question que je voulais poser, en fait, on sait que le taux d'immigration des jeunes diplômés ivoiriens, en fait, aurait augmenté de près de, je crois, 60% depuis 2015, selon l'OIM.
Ça, c'est un rapport de 2023. Et en fait, j'aimerais savoir pourquoi les jeunes continuent-ils de fuir le pays s'ils ont confiance dans la politique. Ben, je veux dire, dans les perspectives au fait par ces 15 années de gestion là, parce qu'on a tendance à faire croire aux gens que oui, tout va bien. Pendant ce temps, des jeunes diplômés fuient le pays pour l'extérieur. Carlyle, j'aimerais aussi peut-être reprendre la parole tout à l'heure sur cette question. Donc, Jean-Paul Doué, moi je suis avocat en droit de l'immigration, messieurs. J'accueille une part substantielle de jeunes Ivoiriens qui prennent la mer, qui prennent l'eau. Alors qu'on nous dit qu'il y a 2% de chômage en Côte d'Ivoire, donc un taux qui est de moindre importance que celui en France. Messieurs, pourquoi est-ce qu'on fuit un pays qui a 6% de taux de croissance, où il n'y a que 2% de chômage, par la mer et donc au péril de sa vie? Donc c'est une question que j'aimerais vraiment soumettre à mes amis, à mes chers amis du RHDP, en particulier à M. Tchékoua. Ah oui. Bon, d'accord. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous avez le temps pour répondre. Voilà, allez-y. Ça fait vraiment beaucoup. Je voudrais commencer par l'inadéquation emploi-formation. Je vois que Maître, il est très en verve aujourd'hui. Il est dans un prétoire et ici donne vraiment à cœur joie. Ça, c'est très bien. Donc, l'inadéquation. Oui, il n'y a pas de souci. Inadéquation emploi-formation. Bon, vous savez, la Côte d'Ivoire a subi beaucoup de crises. Et surtout, on va partir depuis 2002, il y a eu de graves crises que la Côte d'Ivoire a traversées. Du coup, l'enseignement, l'école aussi a beaucoup pâti de ces crises-là. Et après, il y a un système de formation qui était figé. Il faut le reconnaître. Et quand le RHDP est arrivé au pouvoir, la volonté première était déjà de relancer l'économie nationale, de faire en sorte qu'il y ait la paix, la sécurité, et ensuite appeler les investisseurs pour qu'ils puissent investir. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Nous sommes conscients aujourd'hui qu'il y a une adéquation entre la formation et l'emploi. C'est pour cela que le gouvernement a entrepris une réforme même du système éducatif. Et le ministre de l'Enseignement supérieur en parle très bien. Et les ministres aussi de l'Éducation nationale, Mme Marie Toukoné, en parle très bien. De telle sorte que même au niveau maintenant de l'éducation nationale, on va introduire la notion du digital au niveau de l'école primaire. Et même encore au niveau de l'université, on introduit maintenant des modules d'entrepreneuriat. Pourquoi? Pour que, à la sortie de l'école, la formation que tu reçois, tu ne sois pas obligé de chercher à travailler à la fonction publique ou chercher à travailler dans le secteur privé. Si on t'embauche, tant mieux, mais on te donne déjà l'idée, la possibilité, on t'ouvre l'esprit à l'entrepreneuriat pour que tu puisses être autonome. Et derrière cette autonomisation-là, il y a des fonds derrière qui puissent t'accompagner pour que tu puisses atteindre ces objectifs-là. Kader a parlé tout à l'heure de l'emploi jeune, mais il y a bien d'autres fonds aussi que le gouvernement met en place pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir entreprendre et se mettre à l'aise vis-à-vis de la vie courante quand ils sortent de l'université. Ne pas toujours se sentir assisté pour commencer la vie. C'est vrai, si on a cette possibilité-là, dès qu'on finit l'école, d'avoir un emploi tout de suite, c'est très bien. Ça nous permet tout de suite d'attaquer la vie active. Mais si on a aussi l'idée d'entreprendre, c'est aussi pas mauvais aussi dans la mesure où ça va créer d'autres emplois aussi pour d'autres personnes. Donc maintenant, quand on parle de la drogue, je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit le pays où la jeunesse, où ce phénomène-là est le plus développé. Je suis vraiment désolé de le dire à Maître. Quand on fait un comparatif au niveau des pays voisins de la Côte d'Ivoire, que les gens de la Sierra Leone, du Libéria me pardonnent, mais quand on sait l'effet de la drogue couche que cela produit dans ces pays-là, ce n'est pas comparable à la Côte d'Ivoire. Et on voit chaque jour que Dieu fait ce que les unités mobiles de police font dans les quartiers. Quand vous parlez de drogue, vous savez aussi qu'on parle aussi de fumoir. Vous savez aussi maintenant quelles sont les actions de police qui sont menées de façon récurrente en Côte d'Ivoire pour éradiquer ce fumoir-là. Vous n'êtes pas sans ignorer aussi les grandes décisions de justice qui ont été prises dernièrement après des saisies importantes de drogue. Et ces jugements ont été faits il n'y a même pas bien longtemps. Et ces personnes ont été condamnées. Donc dire qu'on ne fait rien au-delà, c'est pas vrai. Non, je n'ai pas prétendu. Oui, mais parce que quand vous le dites, avec une telle force, une telle prééminence, c'est comme si on ne faisait rien. On sait que la drogue est un problème de santé, de santé et que si on ne traite pas en amont,
ça va créer d'autres désillusions au niveau de la jeunesse. Donc, on en est très bien conscient et en cela, on travaille. Donc, pour conclure ce que votre dernière préoccupation qui concerne l'enseignement supérieur, je l'ai dit tantôt, le ministre Adama Diawara, je pense qu'il était au Japon il y a quelques mois, où c'est le ministre du Commerce, je ne sais plus, les entrepreneurs japonais ont demandé à ce que la formation ivoirienne s'intéresse spécifiquement à un certain nombre de domaines pour qu'eux puissent venir s'installer en Côte d'Ivoire pour créer des entreprises. Parce qu'ils avaient des besoins spécifiques, eux, et qu'ils ne trouvaient pas ces profils-là en Côte d'Ivoire. Et quand ils venaient s'installer, ils étaient obligés de recruter à l'extérieur pour venir parce que ça coûtait un peu plus cher. Donc, c'est des choses, on est conscient de ces choses-là et ce sont des mesures qu'on prend en amont pour qu'on puisse résorber ce problème-là. C'est une refonte qui est en train de se faire. Les emplois qui existent aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a beaucoup d'emplois qui n'existaient pas. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut faire du télétravail. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et quand l'Internet est arrivé, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de postes de travail qui ont été supprimés ou bien qui ont été aménagés. C'est pas l'intelligence artificielle. Et dans une économie dynamique, en mouvance, il est tout à fait normal qu'à un certain niveau, il faut toujours avoir un recadrage pour qu'on puisse toujours être... Monsieur Tiekoura, sans vous interrompre, est-ce que vous pouvez me donner aujourd'hui le taux de digitalisation de l'école et de l'université en Côte d'Ivoire? Je suis sûr qu'il est inférieur à 3%. Vous voyez, parce qu'on parle de digitalisation, mais Internet est né dans les années 90. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. Vous nous dites, oui, il y a l'intelligence artificielle, très bien. Mais ces jeunes-là, les salles multimédia en Côte d'Ivoire, les salles multimédia, je ne suis même pas sûr qu'il en existe 2 dans une université comme celle de Cocody. Vous voyez, c'est un problème, non? Si. vous prenez beaucoup sur votre pays quand même. Allez-y, répondez. Mon pays, et vous voyez, je m'intéresse régulièrement à son sort. Pour qu'on puisse avancer. Je ne sais pas en fait si vous êtes parti récemment en Côte d'Ivoire, si vous avez fréquenté certains ministères, mais ça existe mon école en ligne. Et je suis allé sur le site mon école en ligne. On a bien le programme du primaire et du lycée disponible sur cette plateforme. Il y a l'université virtuelle. Donc, on ne dit pas qu'on a épuisé tout ce qui est possible de faire. On dit qu'on part d'une situation assez délicate et on réalise ce qu'il faut réaliser à un temps précis. Donc, ça a été réalisé. Pour revenir sur votre propos sur l'adéquation éducation, formation, pour compléter ce que M. Diaby a dit, en fait, le ministère de l'Emploi des Jeunes, il en est conscient. Donc, il y a ce qu'on appelle le parcours Ambition-Emploi, où le ministère est en partenariat avec certaines entreprises qui, moyennant quelques subventions, accueillent en leur sein en fait, des jeunes Ivoiriens en stage, leur permet d'avoir certaines compétences et pourquoi pas que ces compétences débouchent sur un emploi, voire sur des projets entrepreneuriaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On a une éducation aujourd'hui où on essaie de prioriser, d'investir massivement en fait, sur les établissements techniques et professionnels. Ça ne se faisait pas assez avant. D'ailleurs, on est passé de 59 établissements techniques professionnels à 75 aujourd'hui. En fait. Donc, on va former des jeunes à des métiers en fait, qui répondent aux réalités du marché ivoirien. Si vous avez bien lu le programme du candidat Alassane Ouattara, dans le pilier 5, vous verrez en fait que ces questions sont abordées. On parle de pouvoir former 70% en fait, faire en sorte que 70% des filières en fait soient tournées vers des métiers d'avenir. Donc pour vous dire qu'on est conscient de tous ces défis et les actions sont menées en fait pour bien. Sur la question de l'OIM, Jean-Yves va parler des questions d'immigration. Je trouve que c'est un sujet aussi assez intéressant parce qu'il nous reste moins de 30 minutes. Donc il faut qu'on avance par la sécurité. Donc assez rapidement, je voulais dire que pourquoi est-ce que les jeunes... Je ne sais pas si c'est des jeunes diplômés dont ils parlent ou bien si c'est des jeunes... Clarifiez votre question, Jean-Yves, clarifiez votre question. Je ne sais pas si c'est les jeunes diplômés. Hein. Je ne pense pas que ce soit les jeunes diplômés. Tu veux clarifier ta question ou c'est bien ça, les jeunes diplômés? Alors,
parlé des jeunes diplômés et des jeunes non diplômés. Mais moi, j'ai plus parlé des jeunes diplômés et Ahmed qui a rajouté une autre catégorie. Merci beaucoup. Bon, moi, je pense que pour les jeunes diplômés, il doit y avoir un paradoxe. Soit c'est parce que ces personnes-là ont envie d'immigrer, ils le font comme la dernière fois, j'avais parlé d'un effet de mode, je ne sais pas si c'est ce plateau-là, mais sur un autre plateau. Ah, monsieur j'arrive, laissez-moi finir. On va écouter monsieur Djabi. Laissez-moi finir. Allez-y. En Côte d'Ivoire, vous avez des jeunes qui possèdent peut-être 2 taxis compteurs ou 2 taxis communaux qui rapportent peut-être 40 ou 30, 35 000, 40 000 francs par jour. Mais quand ces personnes-là décident de vendre ces 2 taxis et de venir en Europe, quel sens vous donnez à cela? Ils ne sont pas heureux peut-être. Non, ben, ils ne sont pas heureux par rapport à quoi? Déjà, vous gagnez votre vie. Avec 2 taxis compteurs ou bien 2 taxis communaux, vous gagnez bien votre vie déjà. Il y a des éléments. Non, donc maintenant, j'arrive. Maintenant, est-ce que c'est lié à d'autres phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre? Mais je ne crois pas que ce soit le fait qu'ils ne soient pas heureux en Côte d'Ivoire, bien qu'ils n'arrivent pas à développer leur activité. Parce que mieux, le gouvernement, dans ce cadre précis, par exemple, quand je prends le transport, apporte une aide comment on appelle, au renouvellement, par exemple, du parc automobile. Donc, si c'est 2 taxis compteurs, que vous êtes bien inscrit dans un syndicat ou bien que vous êtes dans un groupement de 2 taxis compteurs, si vous avez un business plan assez correct, assez solide, vous pourrez passer de 2 à 3 ou 4 taxis, vous allez bien gagner votre vie. Avec une assistance. Oui, mais monsieur non, non, l'État vous apporte une aide, mais que vous remboursez. Maître, s'il vous plaît. Non. L'État vous apporte une aide que vous remboursez. D'accord. Quelles sont les conditions, en fait? Oui, mais c'est ça, après, on peut en débattre après. Pour le moment, je vais vous laisser chuter. Et on peut en débattre après, parce qu'après, il y a, comme Carly dit, il nous reste moins de temps. Voilà pourquoi j'essaie d'aller assez vite. Maintenant, quand vous me dites des diplômés quittent la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, alors qu'au sein de la diaspora ivoirienne, du ministère des Affaires étrangères, au sein de la diaspora, de la délégation générale des Ivoiriens de l'extérieur, il y a un computer de compétences qui est mis en place pour que les diplômés qui sont ici répertoriés en Europe, partout dans la diaspora, puissent retourner en Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler. Donc vous voyez la vicissitude de la question. Combien retournent? Parce qu'effectivement, je sais qu'il y a ces initiatives-là qui sont mises en place, mais personne ne retourne parce qu'en fait... Non, ne dites pas ça, parce que quand vous dites personne ne retourne, moi j'ai assisté à un séminaire... Non, mais c'est une façon... C'est factuel. Oui. On ne peut pas tenir ce genre de propos sur un plateau, voilà. En fait. On parle à des jeunes. Moi j'ai assisté à une conférence donnée par le ministère, par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur avec l'OIM ici à Paris dans le 15e. Mais le retour que vous avez, c'est impressionnant. Il y a même des anciens dans les universités américaines qui reviennent en Côte d'Ivoire. Il y a même qui est revenu, je sais pas qu'il est président de l'université de San Pedro, mais où il donne des cours là-bas, mais qui revient. Et la liste est longue. Alors, il faut vous renseigner quand même. Rapidement pour fermer ce sujet. Est-ce que vous avez des chiffres exacts à nous donner sur ce sujet? Non, pas de chiffres sur ce qu'on appelle les repas. Moi, j'aimerais, c'est intéressant, en fait, si tu permets, parce que je suis... Non, moi j'aimerais rajouter quelque chose, parce qu'il a dit quand même quelque chose de grave, maître. Dire que les enfants aujourd'hui, les élèves aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne savent pas écrire, c'est choquant en fait. C'est insulter tout. Non, laissez-moi terminer, maître. Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi développer mes idées. Merci. Donc c'est choquant en fait, c'est terni en fait tous les efforts qui ont été faits pendant 15 ans par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Aujourd'hui, on a un champion d'Afrique de mathématiques qui provient du système éducatif ivoirien. On a un champion de dictée qui est allé récemment au Canada. En fait, écoutez, laissez-moi terminer. C'est de la Côte d'Ivoire quand même. Écoutez, laissez-moi terminer. En fait. Laissez-moi terminer. On était, jurez-vous, qu'en 2011. On ne parle pas des extraterrestres. Ouais. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer en fait? Système français de la Côte d'Ivoire, monsieur Tikoura? Non, pas système français, qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce qu'il a dit, le champion de mathématiques est dans le système français. On hérite quand même d'un système éducatif où en 2011, on avait environ 259 lycées et collèges. Voilà, là, on est à 509. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de l'éducation.
on est à plus de 39 000... la qualité, on ne peut pas des infrastructures. Mais la qualité, on y travaille. Parce que on a mis... Depuis 15 ans, on y travaille. Mais c'est un processus, hein. J'arrive. Je ne sais pas, en fait. Si vous permettez, parce que j'étais très silencieux. J'étais très silencieux pour, en fait, effectivement... On parle de sécurité après. Bon, déjà, pourquoi tu compares le FAPA, quand je fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est ce que je... Le FAFPA Non, c'est le FDFP, peut-être par contre... Fonds d'appui, d'accord, fonds d'appui, j'ai même noté, d'accord, fonds d'appui public pour la jeunesse. Pour la jeunesse, le FAFPA, effectivement, c'est une réalité. Si vous voulez, je vous donnerai des précisions avec l'année. Et vous faites, pas de problème. Et pour les auditeurs et du moins les téléspectateurs aussi, pas de feront des recherches. Mais il y a un élément qui est très important parce qu'on va aller très rapidement. Oui, on va aller rapidement. On va aller très rapidement. Vous aviez dit, en fait, pas mal de choses intéressantes, d'accord. C'est pas parce qu'en fait, on a un Ivoirien qui est lauréat dans un concours de mathématiques, d'accord, ou dans un concours de dictée que la Côte d'Ivoire, en fait, rapport de l'UNESCO, d'accord. Je vous donne le taux. Plus de 60%, en fait, des élèves ivoiriens qui sortent du cycle à partir du CM2 ont du mal à lire et écrire. Ce n'est pas moi, l'UNESCO. D'accord, c'est un appendice de l'ONU. Deuxième élément, est-ce que vous avez connaissance du budget, en fait, d'accord, de la jeunesse cette année? Le budget, en fait, débloqué pour la jeunesse. Cette année? Oui. Est-ce que vous pouvez nous renseigner? Non, mais c'est vous. Non, mais vu que vous abordez le en fait, d'accord. Et le budget, c'est très intéressant. Aujourd'hui, en fait, on a 97,8. D'accord. 97,8. Un milliard de francs. Oui, bien sûr. On avait annoncé, en fait, d'accord, je crois, il y a 2 ans, en fait, on parlait de l'année de la jeunesse, je crois, il y a 2 ans, où on était sur 350, d'accord, sur 350. Mais aujourd'hui, avec tout ce que vous nous dites, c'est vraiment, c'est très joli, hein, digitalisation, plein de choses intéressantes. Mais en termes de rapport, on va dire que les choses sont assez mitigées. Parce que là, vous avez évoqué, en fait, le nombre d'établissements. J'ai entendu, effectivement, ce discours sur le nombre d'établissements. Mais qu'est-ce qu'il en est de la qualité? Parce que vous nous parlez, en fait, de la forme. La quantité, c'est super. Bon, voilà, c'est indéniable. Mais la qualité, parce que nous sommes tous unanimes là-dessus, c'est qu'on a un problème véritablement de transparence en fait sur les services alloués et sur la qualité. Même sur l'exemple dont M. Tiekoura évoquait tout à l'heure, des jeunes étudiants qui ont 2 taxis, ils ont la possibilité de pouvoir jouir en fait d'accord d'un financement de la part de l'État. On n'a pas voulu entrer dans les détails, mais c'est un sujet qui est assez intéressant. On espère qu'on reviendra là-dessus. Bien sûr, lorsqu'ils seront d'accord. après le FKO. Exactement. Comme on annonce. Parlons de sécurité, monsieur, parlons de sécurité, Insa. Alors c'est très intéressant. Parlant de la sécurité, déjà, j'ai la chance aujourd'hui, c'est un domaine que j'apprécie. J'ai la chance d'avoir 2 interlocuteurs en face de moi qui sont assez outillés. Donc la première des choses, est-ce que vous connaissez le RSS? Dites. Non, parce que... Alors l'essentiel, vous dites ce que vous dites ce que et puis on va arrêter de poser des questions. Non, mais parce que vous êtes en face de moi. Oui, mais allez-y, développez votre idée, développez ce que vous dites et puis d'accord, c'est une réforme en fait, d'accord, en ce qui concerne le secteur de la sécurité. Cette réforme en fait, lors de la prise du pouvoir en fait de M. Alassane Dramane Ouattara, c'était une réforme qui était assez indéniable. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il résulte aujourd'hui en fait de la politique sécuritaire en Côte d'Ivoire? C'est vrai qu'on nous rassure qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire elle est en sécurité et il y a pas mal de choses qui ont été faites. J'ai hâte d'entendre les détails. Il y a un problème qui me turlupine un petit peu, c'est qu'on a parlé aujourd'hui de l'augmentation du budget de la défense. On est passé à 3% de plus, mais il n'y a aucune transparence sur la consistance, effectivement, de ce budget. Hein. Et on est toujours dans le même, dans le même système, en fait, sécuritaire, hein, police, armée, région, légion. Ce qui, j'ai saisi déjà dans le programme pour les prochains 5 ans, on parle de la condition, la condition des militaires, la condition, des hommes de police et autres. Et moi, je pense que depuis 15 ans, comment n'avons-nous pas pu, effectivement, trouver une solution idoine pour ceux, en fait, qui sont, les personnes qui sécurisent même le territoire. Et si encore on est sur une situation humaine, humanitaire, en ce qui concerne leur famille et autres, et eux-mêmes, il y a véritablement un problème. Souvenez-vous, très cher Carlyle, lors de la mutinerie qui a eu lieu, je crois, en 2017, à l'époque, le ministre de la Défense, c'était M. Donvaï. Voilà, M. Donvaï, il y a eu ces mêmes problèmes qui ont été aussi, discutés dans les différentes casernes. Comment se fait-il que depuis 2017, en 2025, dans un prochain encore projet qui est soumis, on nous parle encore de la condition de nos soldats, sachant que, l'armée de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est une armée de pointe. Après, on parlera aussi de la logistique. Okay. On parlera de je chute sur cela, c'est très important. On parlera de la logistique. Il ne faut pas oublier que notre armée, effectivement, qui est l'armée de Côte d'Ivoire, a essuyé quelques revers, surtout dans la zone transfrontalière avec des pays tels que le Burkina et le Mali. On se souvient de la dernière attaque qui a eu lieu et aussi même l'attaque de Kafolo. Qu'est-ce qu'il en a résulté ?
qu'est-ce que le ministère de la Défense ou même le Conseil national de sécurité nous a donné comme information pour que cette armée-là, malgré son invincibilité, ne soit pas vulnérable pour d'autres personnes. Ça va tourner encore. Hein. Jean-Yves, maître, et après vous aurez la parole. Ça me laisse le temps de... Pour préparer, effectivement. Jean-Yves. Oui. Bon, en fait, aujourd'hui, on parle de sécurité. Moi, c'est plus par rapport à l'attitude, je dirais, des forces de l'ordre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on regarde à la vue de la police ou bien à la vue des forces de l'ordre, la population, une partie de la population, je veux dire, ne se sent pas rassurée. Lorsque, par exemple, moi, je vais mettre directement les pieds dans le plat. Hein. Lorsqu'on a des manifestations, par exemple, on voit par exemple des manifestants qui sont peut-être, je dirais, gazés jusqu'à dans leur domicile. On voit qu'il y a des forces de l'ordre, par exemple, il y a des manifestants, il y a des personnes qui ont été interpellées où les forces de l'ordre, il y a eu comment on appelle ça, des interpellations où on a vu des téléviseurs disparaître de chez ces personnes. Est-ce que la télévision fait partie des éléments qu'on recueille dans le cadre d'une enquête? Je ne sais pas et je ne pense pas. Donc, on a une attitude de nos forces de l'ordre qui laisse à désirer. Est-ce que durant ces 15 années de mandat, là, on n'a pas vu, peut-être je dirais, on a vu quelques améliorations, mais ça, c'est vraiment un point focal sur lequel j'aimerais m'arrêter. Du coup, est-ce que pour cette nouvelle mandature, est-ce que le gouvernement Alassane Ouattara prévoit de mettre en place des réformes quant à peut-être aux sanctions qui sont entreprises par rapport à ces forces de l'ordre qui commettent, qui ont ce genre de bavure. Ouais, de bavure. Très bien, merci beaucoup Jean-Yves. Maître Kakou. Alors, merci Carly. La question de la sécurité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à mettre au crédit du bon bilan du président Alassane Ouattara. Puisque si on prend la menace terroriste, on voit quand même que la Côte d'Ivoire a relativement été épargnée par cette menace qui rôde et qui touche aujourd'hui l'ensemble de nos pays voisins, le Mali, le Burkina Faso, etc. Donc, il y a du positif. Et je tiens, en tout cas, par honnêteté intellectuelle, à le saluer, ce positif-là. En revanche, il y a du moins bon. Pour une fois. Bon, il faut saluer. Vous verrez ici de la violation récurrente du droit à la sûreté, parce que la sécurité, c'est la sécurité des biens et des personnes. Très bien. Les personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on le sait, elles sont souvent entendues après avoir été enlevées tard le soir dans leur lit. C'est un problème, le droit à la sûreté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Lorsque des gens sont enlevés de leur domicile et que pendant un certain nombre de temps, on reste sans nouvelles d'elles, c'est ici une atteinte à un droit à la sûreté. Vous voyez, donc il y a du positif et il y a beaucoup de réserves que j'ai apportées, notamment sur le droit à la sûreté. Je viens de donner quelques exemples pour illustrer ce propos-là. Les Ivoiriens aujourd'hui, bien sûr, on nous dit qu'on a un taux de sécurité qui est équivalent à celui de la Suisse. Bon, quand même, moi, je vais régulièrement en Suisse. Je ne crois pas que ce soit le même contexte. Vous voyez, lorsque vous allez à Djamé, que vous rentrez chez vous, le risque de vous faire agresser, il est relativement élevé, surtout si vous rentrez tard le soir. Donc, il y a des phénomènes qui ont disparu, en tout cas à la faveur de cette gouvernance-là, même s'ils sont arrivés avec, la question des microbes notamment, c'est arrivé avec la gouvernance du RHDP. Aujourd'hui, ce phénomène-là a relativement disparu. Les braquages existent encore, mais nous avons, et ça c'est du positif que je tiens à saluer, nous avons une police qui est aujourd'hui très outillée. Très outillée, la police ivoirienne en Côte d'Ivoire, un rapt, un braquage, en 2-3 semaines, on a retrouvé les auteurs. Donc c'est encore bon, c'est positif. Maintenant, au sein de cette police-là, il y a encore un petit problème de corruption, sur lequel aussi il va falloir veiller. Donc je me pose la question de savoir, dans la lignée des interrogations de Jean-Yves, qu'est-ce qui est fait pour rendre cette police-là encore plus efficace? Qu'est-ce qui est fait pour que les Ivoiriens se sentent encore plus en sécurité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Parce que, messieurs, les Ivoiriens ont peur. Et je le dis, ils ont peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux, ils ont peur de se faire enlever tard le soir. Moi, j'ai reçu un nombre impressionnant de requêtes d'Ivoiriens qui disent « Maître, est-ce que si un soir j'ai la visite des encagoulés chez eux, est-ce que je peux les fusiller dans le cadre de la légitime défense ?» Donc voilà, messieurs, du bon, du moins bon, je vous laisse le soin de répondre à vos questions. Donc, maître, vous avez des requérants qui sont armés chez eux?
Monsieur, ils ont des permis de port d'armes chez eux? Vous nous donnez des informations très précises, là, c'est bien. Monsieur, il y a une présomption, de... Mais puisque vous êtes avocat, vous le dites. Donc, moi, je vous écoute religieusement. Vous voyez, ça peut être avec une arme blanche, ça peut être avec un calibre 12. Il y a beaucoup de chasseurs en Côte d'Ivoire. Évitons ce genre de sujet-là quand on est sur le plateau. Oui, après, mais il a déjà... Mais il voulait répondre la parole rapidement. 30 secondes, après on va finir là. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il a soulevé le cas du terrorisme, Maître Kakou, je le remercie. On se pose des questions. J'aime bien poser des questions, mais malheureusement, mes co-débatteurs en face n'aiment pas répondre. Monsieur Maouloud Ben Mokhtar, vous le connaissez? Dites-nous, c'est qui? Non. Il faut que je vous pose une question. On n'est pas censé savoir vos sources. Donc, alors, soyez plus clair, en fait. Soyez plus clair. La moindre des choses, c'est de vous poser des questions avant d'abord de m'exprimer. Non, mais vous n'avez pas. Et vous êtes à l'honneur en plus. Voilà. Alors, donnez plus de détails. Ben Mokhtar, d'accord, source Africa Intelligence, qui est connue, d'origine malienne, qui est dans les arcanes, d'accord, des différents pouvoirs de la sous-région. Il y était sous le régime Ibeka. Il s'est retrouvé à Abidjan, courtier en armement, qui est cité sous certains rapports européens, d'accord, en tant qu'un trafiquant d'armes. Voilà. Les sources indiquent qu'il a été, effectivement, il a établi des contrats avec le ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire. Je vous donne encore un autre nom, M. Moustapha Chafi, qui est connu, qui était aussi à Ouagadougou lors de la chute, en fait, de M. Blaise Compaoré, qui s'est retrouvé aussi en Côte d'Ivoire. Selon plusieurs sources journalistiques, d'accord, il n'y a jamais eu de démenti, ni de plainte à l'encontre de l'État de Côte d'Ivoire. À l'encontre ces éléments, c'est très important. Est-ce que ces personnes qui ont une sulfureuse réputation, le fait qu'ils soient en Côte d'Ivoire et qu'ils puissent même avoir certaines transactions avec le régime d'Abidjan n'entache pas le sérieux, d'accord, de nos institutions. Non, on va garder cette question pour vous. Répondez d'abord aux différentes questions qui étaient proposées. Qu'est-ce que le RHDP propose face à ces préoccupations? Sinon, on va se perdre un peu. Merci pour votre question. Ils répondront dans la question d'actualité pour la fin. OK. Bon. Déjà, on parle de l'indice de sécurité. Quand le RHDP venait au pouvoir, on était à 6,8. On est passé à 1,2. Et en 2030, on pense arriver à 1,1. Donc, c'est déjà des niveaux de sécurisation assez importants qui sont même proches des normes occidentales. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à Abidjan, on a mis en place le système de vidéosurveillance. De telle sorte qu'aujourd'hui, comme Maître le disait, quand vous faites un braquage aujourd'hui, quasiment à 98%, c'est sûr qu'on vous retrouve. Pourquoi? Parce qu'il y a un suivi qui se fait depuis de longs kilométrages avant que vous n'arriviez sur le lieu du braquage. Et cette vidéosurveillance-là a été généralisée à travers toutes les grandes villes aussi de l'intérieur du pays. En tout cas, les plus importantes ont cette vidéosurveillance-là. Donc, c'est-à-dire que l'indice de sécurité a beaucoup progressé. Et au niveau même de la police et de la gendarmerie, on avait en son temps un gendarme pour 1210 habitants en 2024 et en 2030, on prévoit un gendarme pour 1000 habitants. Pour la police, c'était un policier pour 509 en 2024 et on prévoit un policier pour 400 en 2030. Donc, un policier pour 509 Ivoiriens. 509 Ivoiriens, voilà. Et puis après, pour un policier pour 400. OK. Voilà. Ce sont les chiffres. Maintenant... Non, enfin, j'essaie d'imaginer un peu, ça fait un peu Rambo. Ces chiffres émanent d'où, s'il vous plaît? Du bilan du gouvernement, si vous l'avez lu. Ces chiffres, en fait. Si vous l'avez lu. C'est un bilan, mais ces chiffres émanent d'où? Mais après quels sont les statistiques? Un policier c'est intéressant. Du ministère. Ça se fait à travers des normes internationales qu'on utilise pour faire ces chiffres-là. Mais oui, mais on a cité l'OIT tout à l'heure, c'est quel organisme? C'est dans le programme. C'est dans le bilan du gouvernement. Désolé, Blaine, ça. Vous demandez la source. C'est très mathématique, monsieur. Vous demandez la source. Mais j'aimerais bien quand même savoir quelle est la structure. Non, mais on va laisser terminer. C'est le bilan du gouvernement qui dit. Allez-y, monsieur Tchéko. Ici, dans le bilan du gouvernement, ce n'est pas dit que c'est l'ONU qui l'a dit, ce n'est pas dit que c'est le BIT qui l'a dit, ça peut être par exemple l'INS. Ça peut être aussi, ça peut être, comment on appelle, l'Institut statistique de la Côte d'Ivoire. Exactement. Ça peut être, c'est ce que je viens de dire. Mais puisque je ne l'ai pas, je ne peux pas le dire. Il faut être honnête. Mais c'est dommage. Il dit où il a tiré l'information. C'est dans le bilan du gouvernement. Si vous l'avez lu, vous saurez que... Développez, monsieur. Qu'on partage, pour montrer que la situation n'est pas si chaotique que ça. Voilà. Donc maintenant, c'est pour dire que
Au niveau du pays, il y a eu la construction de près de 35 commissariats à l'intérieur du pays. Il y a eu la création de différents... de combien de commissariats 35... plus de 35, je veux dire... Pendant 15 ans? Non, pas 15 ans. Non, mais non, mais monsieur Tchékoura, bon, allez-y, monsieur Tchékoura, je me tais. Vous êtes ça, quand même. Non, mais laissez terminer, monsieur Tchékoura, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, monsieur Tchékoura. Abidjan, de 2011 à 2000, quand le ministre Bakayoko Persson était au pouvoir, il a construit plus de 35 commissariats. Donc, arrêtez. Donc, quand je vous dis, je parle de l'intérieur du pays, il faut quand même aussi comprendre, relativiser les choses. Il ne faut pas vous dire 15 ans contre 35 commissariats, c'est pas sérieux quand même aussi. Allez-y, monsieur. D'accord. Donc, qu'est-ce que... J'ai perdu un peu le fil de oui, vous parlez de 35 commissariats. Bon, ça, on passe dessus. Donc, ça veut dire que il y a eu des préfectures de police qui ont été créées, il y a eu la diversification de l'Agence nationale du renseignement aussi à travers l'intérieur du pays. Il y a eu des directions qui ont été créées en ce sens-là. Il y a eu la force d'intervention de la police aussi qui a été déployée aussi à travers l'intérieur du pays. Donc tout cela concourt aussi à sécuriser les Ivoiriens. Ouais. Et mieux, quand on parle, le maître parlait des attaques terroristes dans le nord du pays, quand on parle de Kafolo-Théni, que vous avez cherché à relativiser parce que vous dites que les forces de l'ordre ne sont pas aussi invincibles que ça. Mais il faut savoir que la problématique djihadiste qui sévit dans les autres pays limitrophes, c'était dû à quel facteur? Principalement, c'était un facteur économique. Deuxièmement, c'était un facteur d'anomie. Parce que dans ces régions-là aussi, l'État n'était pas présent. Donc, vous pouvez venir proposer 500 000 à un jeune, il va prendre une calache parce qu'il se dit qu'il n'est pas intégré dans la nation. Mais la perspective qui a été faite par le gouvernement, on s'est rendu compte que c'était plus des problèmes économiques qui faisaient que ces jeunes-là allaient dans ces groupes-là. Mais allez aujourd'hui dans les régions dont vous parlez aujourd'hui. Tous les fonds de développement du pays y sont, les centres de santé y sont, l'école y est, les femmes bénéficient d'aide, les jeunes bénéficient d'aide, même si vous savez même utiliser aussi l'apport de l'agence emploi jeune ou bien du ministère de la jeunesse. Ils y sont pour aider ces jeunes-là à s'insérer dans la société. À Kafolo, il y a emploi jeune? Les jeunes ont bénéficié pour faire la menuiserie, pour faire de la mécanique. Okay. Les femmes pour faire comment on appelle ça, des petits commerces de proximité. Okay. Ils ont bénéficié de ces fonds. Et c'est réel. Donc ça fait que dans ces zones aujourd'hui, c'est pour ça que la ménage djihadiste n'a pas pu prospérer. Et après, l'État a déployé l'armée dans ces zones-là. Et en plus des forces spéciales dans ces zones-là pour sécuriser ces zones-là. Okay. La première attaque, pour chuter, vous pouvez dire oui, peut-être que, mais il n'y a plus jamais eu d'attaque d'envergure parce qu'on a su maîtriser le problème à la base, à la source. Donc reconnaissez au moins que quelque chose est fait par la Côte d'Ivoire, par son armée, pour pouvoir sécuriser les Ivoiriens. C'est très important. Parlons rapidement du maintien de l'ordre. On ne pourra pas aborder la troisième thématique, mais parlons du maintien de l'ordre. Moi j'aimerais revenir sur un point, ce que Maître a dit en fait. Il semble que Maître n'a jamais vécu à Djamé, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse croire aux auditeurs qu'à Djamé, c'est... Non, laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler. Soyez poli, courtois. Laissez-moi parler, vous avez dit, je cite, à Djamé, il y a un risque d'agression le soir. Moi, j'ai grandi à Djamé. Vous savez, j'ai grandi à Djamé pendant l'époque de l'ancien régime. Ma grand-mère y est toujours. Non, laissez-moi terminer. J'étais à Djamé récemment, en fait. Et je me suis promené de jour comme de nuit. Je n'ai pas été agressé. Maître n'a pas été à Djamé. Il ne s'est pas promené. Il se base sur des argumentations non fondées pour pouvoir... Non. Vous avez dit qu'on se promène à Djamé et qu'il arrive d'agression. Monsieur Kader, répondez à la question du maintien de l'ordre, s'il vous plaît. Mais je pense que le maintien de l'ordre, il a répondu. Non, mais c'est une question importante. Le maintien de l'ordre. Aujourd'hui, vous avez une police ou une gendarmerie quand il y a des manifestations qui encadrent ces manifestations de façon républicaine, qui ne va pas taper sur les gens à tout va. Non, mais j'arrive, laissez-moi finir. Allez-y. J'étais sur ce plateau ici, on a parlé de la marche du 9 août passé. À la question, j'ai demandé est-ce que la marche avait été autorisée? Oui. Donc il y a eu un dialogue entre les personnes qui voulaient marcher et l'autorité préfectorale qui a donné son accord pour que ces marches puissent avoir lieu. Donc dans ce cadre-là, la République déploie tous les moyens nécessaires afin que
cette marche soit encadrée et qu'il ne puisse pas avoir d'incident. Mais quand vous demandez à faire une marche et qu'on vous dit que votre marche n'est pas autorisée et que vous voulez forcément la faire, on a vu les gilets jaunes ici. Au début, c'était bien. J'arrive. Non, ne dites pas ça. Il y a un qui a été éborgné. Il y a un qui a été éborgné. Hein? Il y a un qui a été éborgné et il y a un policier, je me rappelle bien, il y a un policier aussi qui a été salement bouché. On va aller très vite, voilà. monsieur. Donc maintenant, pour dire que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui une police républicaine qui, quand la manifestation est autorisée par les autorités, elle encadre cette manifestation. Mais quand elle n'est pas autorisée et que vous voulez enfreindre la loi, en ce moment-là, la police est obligée de vous dire non, messieurs, stop, il y a des libertés aussi de deux personnes qui doivent s'exprimer. Est-ce qu'elle a le droit, en fait, elle a le droit d'éliminer? Éliminer qui? Alors, donc on prend des cas d'exemple, en fait, qui sont quand même assez récents, sur des rapports de la DGPN, d'accord, où certaines personnes, ça fait, je crois, 2-3 personnes, Monsieur Komi, il y a un autre aussi à Gagnoa, qui se sont retrouvés, étrangement, dans le même communiqué du procureur, ils se sont retrouvés au sein des locaux de la police, et ils ont eu des cas d'asphyxie. Alors, on sait qu'il n'y a pas la police des polices. Pour faire une contre-expertise, c'est quand même intéressant. Mais c'est quand même étrange qu'on arrive dans les locaux, les locaux de la police et qu'on soit asphyxié. Rapidement, il y a une question sur laquelle je voulais répondre. C'était les sanctions. Jean y avait parlé de cela. Ce que vous dites va dans ce même domaine-là. Il y a un commissaire du gouvernement qui est le procureur militaire. Oui. Qui chaque fois fait des communiqués aussi, même quand il fait ses procédures, quand il y a ces procès-là, généralement c'est public. Oui. Il fait des communiqués. Tout à fait. Il y a beaucoup de policiers ou de gendarmes qui ont été radiés ou qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont commis des bévues. C'est ce que vous dites après enquête, parce que les parents de ces personnes ont le droit de porter plainte. Oui. Si elles portent plainte, qu'il y a le juge d'instruction mène ses enquêtes, quand on trouve qu'il y a des policiers qui sont impliqués là-dedans, mais forcément le commissaire du gouvernement va s'en saisir. Mais le commissaire du gouvernement, en fait, vous savez, il s'adresse exclusivement aux militaires. Les gendarmes... Non, la police, c'est dedans. Non, la police fait partie du ministère de l'Intérieur, il dépend seulement que de la justice. Il y a des policiers qui ont été condamnés par le commissaire du gouvernement. Ah bon? Oui, lesquels des policiers? Oui, qui ont été faits, qui ont même été radiés. Oui, si, il y en a. Non, parce que le commissaire du gouvernement s'occupe exclusivement, d'accord, de l'armée des terres, de la gendarmerie, qui a un statut assez particulier. Soit. Il faut qu'on soit précis. Mais bon. Si tu le dis, allons-y. Oui, est-ce que vous avez été satisfait par par cette question, Jean-Yves, avant que il nous reste 5 minutes, vous avez été satisfait par cette... Bon, même si je ne suis pas tout satisfait, mais j'avais aussi entendu rapidement, j'avais entendu le nombre de, je ne sais pas si dans la perspective du RHDP, quel est le nombre de, c'est-à-dire pour un policier... C'est 400. Un policier pour 400. Ça c'est l'actu d'aujourd'hui, c'est l'information du jour. Il avait dit 400. En fait, pour 400 personnes pour un policier... Non, ouais, c'est ça. 80 000 policiers, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, quels sont les effectifs de la police et puis comment est-ce qu'en 5 ans on pourra... Et après, 25 000 policiers. 25 000 policiers selon M. Diaby. Environ 25 000, ouais. Ok, donc de 25 000 passer à 80 000, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de faisable? D'autant plus que, je veux dire... Mais vous oubliez que la population ivoirienne augmente très vite. En 2011, quand le président de la République prenait le pouvoir, on était à 21 000 ou 22 000 personnes. Millions, oui, millions. En 2024-25, au dernier recensement, on est passé à 32 millions. Il y a eu près de 10 millions de personnes qui sont ajoutées. Alors donc, il faut harmoniser le ratio par rapport au nombre d'habitants. On ne peut pas rester figé sur cet nombre alors que la population augmente. Et le plus grand défi même que le gouvernement aura à relever, ce sera ça aussi, le défi comment on appelle, de la démographie. Parce que ça change de façon régulière, donc il faut adapter les politiques par rapport à cela. La question était de comment de 26 000, on va passer à 80 000. Est-ce que c'est possible? Ben, c'est possible, c'est possible. Monsieur Diaby l'a dit dans son propos, on était à un policier pour environ 1680 habitants. On est passé à un policier pour 509. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, j'étais récemment à Abidjan et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de policiers dans les rues en train de s'occuper de la circulation. Donc, il y a beaucoup de recrutements qui ont été faits. Dans le programme de gouvernance, on ambitionne en fait investir davantage dans ce domaine sécuritaire. Donc, il y aura des recrutements qui seront faits en fait. Donc, ce chiffre-là, il est atteignable. Si le président Alassane Ouattara dit qu'il atteindra un policier pour 400 habitants, ce sera le cas, je peux vous assurer.
Déjà, s'il vous plaît, rapidement. S'il vous plaît, en fait, moi, peut-être c'est moi qui ne sais pas calculer, hein, mais quand on me dit que c'est un policier pour 500 habitants, je pense que la Côte d'Ivoire compte 32 millions d'habitants. On est bien d'accord? À peu près. Voilà, à peu près. Donc, 32 millions, normalement, divisé par 500, je pense qu'on est au-delà même de. On est à plus de 1000, hein, je crois. Donc, ce chiffre de 500, comment est-ce que, je sais pas, comment est-ce que le calcul se fait? Je sais pas, peut-être c'est moi qui ne sais pas, qui calcule mal, mais voilà. Bon, Il a dit une prochaine fois, nous démontrerons. oui, bien sûr, on en parlera. Je vous invite à lire le bilan du président Alassane Ouattara. Donc, peut-être que vous aurez davantage de réponses, mais ces chiffres-là sont clairement visibles sur le bilan, en fait. Voilà. Bien. Maître Kakou voulait terminer. Oui, puisque monsieur a dit que, puisque le président Alassane Ouattara a dit qu'il le fera, il le fera. Moi, je ne prends absolument pas au mot monsieur le président Alassane Ouattara, puisqu'il nous a dit qu'il ne ferait pas un 3e mandat. Il en est à son 4e mandat dans 96 heures. Donc, on ne va pas s'en tenir à ce que dit le président Alassane Ouattara. On ne revient pas là-dessus. Avançons. Je pense qu'on a fait la jeunesse, la sécurité. Avançons dans le débat. Allons sur la diplomatie. Laissons tout ça. On ne peut plus parler de diplomatie. Avançons. Laissez les débats passer, avançons. La Côte d'Ivoire, l'élection va se tenir le 25 octobre, ce samedi, avançons. Pour terminer, je souhaiterais ici solennellement lancer un appel à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. Le 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire va élire son président de la République. Au nom donc de mon parti, le RHDP, au nom de mes responsables politiques ici en France, Tidiane Koné, le DEP, et puis le responsable des Ivoiriens, M. Koné, M. Ouattara Draman, je vous appelle donc tous les Ivoiriens à aller voter massivement, et surtout les candidats du RHDP, M. Alassane Ouattara, pour qu'on puisse élire le président de la République, Alassane Ouattara, un seul coup, le 25. Un seul tour, les voix de chacun compte, il faut que vous veniez. Monsieur Diaby, Monsieur Kader, merci beaucoup. Merci pour cet appel-là, parce que je vous prends à témoin, Insa, Jean-Yves et Maître Kakou, nous qui sommes souvent qualifiés de chaîne des haineux, sur ce plateau, on a lancé un appel à voter le président Ouattara. C'est pour l'histoire. Surtout que jusqu'à présent, on n'a pas fait de... on a seulement fait des... On a seulement parlé du programme du RHDP et non des autres. Merci de préciser, merci beaucoup. C'est bien pour l'histoire. C'est pas M. Tchékoura qui dira le contraire. Je ne vais pas citer son nom. Bonne soirée.